Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'ouverture et surtout sur les critères importants que permet cette ouverture, à savoir la profondeur de champ ou la zone de netteté. Alors, ce qui est important en fait de savoir ici, c'est que quand on va faire varier l'ouverture, on va augmenter ou réduire la zone de netteté, ce qu'on appelle la profondeur de champ, et donc avoir un impact très important sur l'intention que veut donner à la photo. Donc ici, j'ai pris un modèle très simple. Donc avec deux personnages, donc au premier plan, un personnage au second plan et un décor en arrière-plan, pour faire varier l'ouverture et montrer ce que ça peut donner en termes de profondeur de champ et comment on va pouvoir dégager le sujet principal. On va faire la mise au point en fait sur le personnage au premier plan, là, le plus petit des personnages, et pas sur le robot qui se trouve à l'arrière et encore moins sur le décor, afin de voir, en faisant varier l'ouverture, comment on peut dégager le premier personnage et le faire apparaître beaucoup plus nettement en faisant en sorte que l'ouverture et la profondeur de champ fassent mieux ressortir le personnage. Alors ce qui est intéressant ici à voir, c'est que donc on va garder les autres critères à part l'ouverture constants, c'est-à-dire qu'on va garder la mise au point toujours sur le premier personnage. Donc on va se mettre en mise au point manuelle pour pas faire varier, pour pas risquer de faire varier avec l'autofocus. On va se mettre en priorité ouverture pour pouvoir faire varier l'ouverture et que l'appareil photo calcule pour nous donc les autres critères. Donc ici pour le bien de la vidéo, il y a des ISO très élevés, mais lorsqu'on prendra des photos pour faire les comparaisons, je mettrai en ISO 100 pour garder le maximum de qualité et pour pouvoir faire la comparaison. Donc on va faire varier donc l'ouverture tout en gardant la distance de mise au point toujours la même. C'est important parce que pour la profondeur de champ, il y a plusieurs critères qui vont entrer en jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'ouverture qui va avoir une influence sur la profondeur de champ. Donc il y a aussi la distance appareil photo sujet. Donc ici elle sera constante pour éviter d'avoir modifié la profondeur de champ par autre chose que l'ouverture. Il y a la taille du capteur donc de l'appareil photo, mais ici donc forcément il restera constant parce qu'on va utiliser le même appareil tout au long de la prise de vue, et on va faire varier donc l'ouverture pour voir ce que ça donne. Donc comme on va moins s'apercevoir de ce que ça donne dans la vidéo, je prendrai des photos après coup pour faire les comparaisons et pour voir un petit peu la différence de profondeur de champ et ce que ça peut apporter. Je vous ai pris aussi quelques informations pour bien comprendre au niveau de la profondeur de champ la variation que ça peut avoir. Donc ici on a utilisé un 90 mm. Prenons par exemple une mise au point à 4 mètres sur un capteur plein format. Si on est à ouverture f22, on a une profondeur de champ de 2,9 mètres, c'est-à-dire que ça sera bien entendu net à 4 mètres là où on a fait la mise au point, et ça sera également net de 3 mètres jusqu'à 5,9 mètres. On aura à f16, donc cette fois-ci avec la mise au point toujours à 4 mètres, une profondeur de champ de 1,9 mètres, c'est-à-dire entre 3,2 mètres et 5,2 mètres. Si on passe à F8, là on a tout de suite une profondeur de champ qui diminue encore fortement, qui passe qu'à 90 cm, avec donc une netteté de 3,5 mètres à 4,5 mètres. Si on passe à F5-6, on n'a plus que 60 cm de profondeur de champ, de 3,6 mètres à 4,3 mètres. Et si on descend carrément jusqu'à F1.4, là on va avoir 10 cm à peine de profondeur de champ. Autant dire que votre sujet, si la mise au point n'est pas parfaitement faite, donc sur les 4 mètres, vous allez rater forcément la netteté sur le personnage. Donc je vais faire varier les paramètres, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc ici je suis à F16. Si on observe la photo que ça donne à F16, on va voir que donc le sujet se ne détache pas forcément du fond, même si la profondeur de champ est ici déjà réduite, quand on est au 90 mm, et que la mise au point est faite à uniquement 70 cm, donc assez proche. Donc forcément la profondeur de champ est déjà très réduite, c'est-à-dire que même le robot au second plan est déjà pas très net, et le fond est pas net non plus, encore moins forcément, mais le sujet se détache peu du fond et du second personnage. Je passe à F11, cette fois-ci donc on va prendre la photo, on va retrouver donc notre personnage qui est toujours net, parce que la mise au point est toujours faite sur lui à 70 cm, et notre robot qui se trouve à 80 cm, donc 10 cm derrière
va être déjà un peu plus flou, donc ça va permettre déjà de détacher un peu plus le sujet. Et pareil pour le fond, bien entendu, parce que le fond est encore plus loin. Donc comme la zone de netteté s'est réduite, ça détache un peu plus le sujet, mais encore pas totalement intéressant pour ce qu'on veut faire, c'est-à-dire avoir vraiment le sujet le plus net possible, avec le fond le plus flou possible. On passe à F8. À F8, là, c'est encore le même principe, mais encore plus prononcé. Donc si on va prendre la photo, on va se retrouver donc avec le personnage qui, cette fois-ci, commence à bien se détacher par rapport au reste de la photographie. Surtout par rapport au personnage de derrière et encore plus pour le fond. Donc on voit nettement et on commence à comprendre que tout l'intérêt de pouvoir jouer sur l'ouverture et donc de réduire la profondeur de champ, c'est de faire ressortir vraiment le sujet photographié. C'est pour ça qu'on utilise des grandes ouvertures pour les portraits, parce qu'on veut vraiment avoir que le portrait de la personne et faire ressortir la personne sur un fond plus ou moins intéressant. Ici, on notera d'ailleurs que le fond n'est vraiment pas très intéressant parce que c'est justement pour montrer l'intérêt, c'est-à-dire faire vraiment ressortir que le sujet et pas le fond. Si on poursuit donc d'ouvrir encore plus grand en termes d'ouverture, donc on passe de F8 à F5-6. Donc là, vraiment, le sujet commence à vraiment être bien détaché. Et c'est là que ça commence à être intéressant, donc pour le portrait notamment, qu'on dépasse rarement des valeurs en termes d'ouverture plus petites. On conserve des grandes ouvertures pour vraiment détacher le sujet. Je vais pousser jusqu'à F4. Et bien entendu, encore plus intéressant, à F2.8, où là, c'est clairement aussi bien sur la vidéo que sur la photo qui va en résulter, être intéressant, puisqu'on a vraiment le sujet qui est vraiment au premier plan très net, la mise au point est en fait sur lui, et comme la profondeur de champ est très faible, ici le sujet se détache très bien du reste de la photographie. On devine encore le robot juste derrière, mais on commence à avoir du mal à déterminer quel est le sujet autre. Et donc notre personnage au premier plan apparaît bien nettement. Et c'est là tout l'intérêt de faire varier l'ouverture pour gérer la profondeur de champ. Et si on revient au triangle de l'exposition, donc c'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir jouer sur l'ouverture. Parce que nos différentes variations ici ont mené à chaque fois avec une exposition identique. À chaque fois qu'on a fait varier l'ouverture, il a fallu que la vitesse soit différente pour compenser. On a laissé des ISO fixes, donc les ISO n'ont pas pu compenser. Et il a fallu que la compensation se fasse donc sur le troisième critère, la vitesse. Car je vous rappelle que l'exposition va être générée par les trois critères, la vitesse, l'ouverture et les ISO. Voilà, donc c'était une courte vidéo pour voir un petit peu au niveau de l'ouverture. Le fait de jouer sur l'ouverture fait varier la profondeur de champ et donc permet de détacher parfaitement le sujet ou de le mettre dans le contexte, c'est-à-dire que il peut être intéressant aussi de faire l'inverse, d'avoir une petite ouverture justement pour que notre sujet soit intégré complètement au paysage. Si vous voulez prendre une photo d'une personne devant un monument célèbre, on va rarement avoir la personne nette et le monument flou parce que faut qu'aussi on devine devant quel lieu on se trouve. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.